La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante. Car il pense comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique. www.pouruneconstituante.fr. Voilà, c'est le jingle de notre émission avec l'association pour une constituante. Bonjour André Bellon. Bonjour. Bonjour Louis Sézy. Bonjour. Alors on vous retrouve, on retrouve des membres de votre association chaque mois. Donc André Bellon, vous êtes président de l'association pour une constituante. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, voilà, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier dont nous avions parlé à ce micro, « Ceci n'est pas une dictature », qui est un ouvrage qui est quelque part un peu lié à notre thématique d'aujourd'hui. Et Louis Sézy, donc juriste, docteur en sciences de l'éducation et également membre de l'association pour une constituante. À 8h50, nous retrouverons Guy Léger en direct au téléphone, puisqu'il est responsable du Cercle de Bourges et il nous racontera l'activité de son association, enfin du Cercle local de Bourges. Aujourd'hui, notre thématique, donc, c'est malheureusement d'actualité, puisque c'est la question de la montée du FN et notamment suite à l'élection de Brignol. Avant de démarrer, peut-être deux mots sur l'association pour les auditeurs qui ont loupé les épisodes précédents. Donc l'association pour une constituante. L'association pour une constituante, comme son nom l'indique, a pour objet de promouvoir l'idée et de faire passer dans les faits l'élection d'une constituante au suffrage universel dans notre pays. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne serait pas bon qu'il y ait la même chose dans d'autres pays. On pourrait faire une internationale des constituantes, mais enfin pour l'instant parlons de la France. Vous avez des homologues dans d'autres pays ? C'est une idée, oui. Par exemple, on est en contact en Italie avec une personnalité qui a été candidat à la présidentielle, qui a fait un score assez important. Et on attend d'ailleurs une interview de lui. Bon, donc, c'est une idée qui s'est pas mal répandue, on le sent, depuis qu'on l'a lancée. Quand on l'a lancée, on nous disait, c'est quoi, de quoi s'agit-il ? Bon, on n'en est plus là. Constituante, ça veut dire, au fond, on reconstitue le corps politique, ce qu'on appelle communément le peuple. Je sais bien que c'est devenu un mot obscène, mais ce n'est pas mon avis. C'est une idée qui a pas mal été reprise, notamment par Mediapart récemment. Oui, tout à fait. Tout à fait, bien, c'est une excellente chose. Voilà, alors quand même au passage deux mots, puisque vous venez de l'entendre sur le jingle, on ne l'a pas choisi tout à fait au hasard. Hein. Alors le jingle, française, qu'est-ce que c'est que ce jingle bizarroïde ? Bon, d'abord, vous m'accorderez que c'est une chanson amusante. Hein, c'est pas l'image qu'on a habituellement de la Révolution française. Une ré, une pu, une république. Alors c'est une chanson de la Révolution. C'est une chanson de la Révolution française. C'est loin d'être la plus connue, bien entendu. En général, on connaît la Carmagnole, ça ira. Un certain nombre de choses comme ça. Celle-là est moins connue et surtout, elle a une particularité assez rare. C'est qu'elle parle de république, ce qui est caractéristique de la Révolution, c'est-à-dire ce passage de la souveraineté du roi à la souveraineté du peuple et de la nation. Voilà. Et c'est une des rares chansons, à ma connaissance, moi j'en connais pas d'autres, hein, enfin il ne doit rien avoir, qui parle de démocratie, et pas seulement de république, qui met l'accent sur le fait qu'une république bien démocratique. Bon, c'est donc pas uniquement le passage de la souveraineté du roi à la souveraineté de la nation, c'est le passage de la souveraineté du peuple dans son ensemble avec la forme démocratique, c'est-à-dire le suffrage universel. Voilà. Et ça, je crois que ça mérite d'être souligné, c'est finalement un bon symbole. Bon, alors on se la remet un petit coup pour le plaisir. La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante. Car il pense comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique.
www.pouruneconstituante.fr. Voilà, donc c'est cette chanson révolutionnaire que vous avez choisie comme emblème de cette émission. Alors, donc, notre thématique d'aujourd'hui, donc comment analyser finalement cette victoire du FN aux dernières cantonales de Brignoles, au-delà de cette élection qui, on va le voir, était quand même très particulière dans un contexte quand même très spécial. Plus généralement, quelle est la gravité de cette menace FM, et puis surtout quelles en sont les causes. Et là, évidemment, quand on va parler des causes, on rejoint toutes les thématiques de votre association, de votre combat, puisque c'est les thématiques de la démocratie, en fait. D'abord, si vous me permettez de reprendre un peu ce que vous venez de dire, une élection bien particulière. Il n'y a pas d'élection qui ne soit pas bien particulière. Toute élection a ses particularités. Comme il se trouve que j'ai été élu assez longtemps, toutes mes élections étaient particulières. Alors, je ne l'ai pas dit, mais vous avez été député pendant 12 ans. Oui, à Manosque. À Manosque. Enfin, à Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence. La plus grande ville, c'était Manosque. Enfin, il y a Forcalquier, Sisteron, Barcelonnette. Voilà. Et avant le découpage pasquois, il y avait Valençol, Entrevaux, Castellane, etc. Voilà. Donc, Brignoles. Bon, bien entendu, comme vous le dites, c'est une élection particulière. Il reste que le Front National avait déjà fait, de toute façon, des scores dans ce canton. Et de façon générale, le Var est un peu une terre d'élection, si j'ose dire, pour lui. Cela étant, s'il est évident que ce résultat pose une fois de plus la question du Front National, qui est un parti dont les relations avec le pouvoir sont particulières. Moi, je dis souvent qu'il y a un côté bonapartiste, indépendamment de tous ces aspects historiques. C'est-à-dire que ce n'est pas la tradition démocratique. Bon. Si donc il a fait un résultat, si ce résultat s'inscrit dans une particularité qui est celle du Var, il faut noter un certain nombre d'autres choses. En particulier, le fait que un des éléments de cette élection, c'est aussi l'abstention. Alors on me dirait que dans toutes les élections partielles, il y a un taux d'abstention assez considérable, mais enfin là, il est particulièrement net. Et la deuxième chose, c'est le deuxième tour, c'est-à-dire le report d'un certain nombre de voix, puisqu'il y a eu quand même beaucoup plus de votants au deuxième tour qu'au premier. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une poussée vers ce parti venant des abstentionnistes ou des électeurs d'autres partis du premier tour. Alors quand je disais particulière, c'est quand même le fait que c'est une élection qui a été rejouée, c'était la 3e fois qu'elle était rejouée en 2 ans. Hein, les 2 précédentes avaient été annulées à cause de litiges, etc. Donc les électeurs, ils devaient quand même un peu en avoir marre qu'on les fasse revoter. Oui, oui, effectivement, c'est pas tous les jours qu'il y a des élections à 3 fois ou à 4 fois. Cela étant, si mes souvenirs sont bons, c'est pas un cas unique non plus. Hein. Ça prouve tout simplement qu'il y avait incontestablement une hésitation électorale, si j'ose dire, dans ce coin-là. Puisque les 2 précédentes avaient été très serrées, oui, voilà, d'où les tout à fait. litiges. Il y a quelques dizaines de voix. Ouais. Or, apparemment, cette hésitation a été tranchée pour le coup. Donc maintenant, ce qui nous intéresse dans cette affaire, bien entendu, c'est le résultat, on vient d'en parler, mais enfin, honnêtement, vu le déferlement de commentaires qu'il y a eu après, je ne pense pas qu'on va apporter des éléments très très nouveaux. Ce qui nous a, par contre, intéressés, c'est une fois de plus les réactions des partis dits officiels, certains disent sérieux, face à cet événement. L'événement, c'est donc la victoire du Front National. Et face à ça, un certain nombre de personnalités tout à fait honorables disent, pour barrer la route à ce front, non sans raison d'ailleurs,
nous allons faire un front républicain. C'est-à-dire qu'on reprend d'ailleurs le même mot, front contre front. Alors, c'est quand même assez important, cette idée de front républicain. Bon, d'abord, c'est pas vraiment un front, puisqu'apparemment, ça devrait être PS-UMP, qui a au moins un des deux partis qui n'a pas l'air de vouloir jouer le jeu, à savoir l'UMP. Donc, c'est au fond le front du PS. Donc, premièrement, c'est pas au sens propre un front. Deuxièmement, on ne peut pas dire qu'il soit absolument républicain. Ah, Alors, si un front n'est ni front ni républicain, évidemment, ça pose un problème. Alors pourquoi, en quoi n'est-il pas républicain, ce front? Enfin, je dirais, moi je l'ai posé sous forme de question. Est-il républicain? Alors évidemment, poser la question, ça veut dire qu'on a quelques doutes. Bon, ça, jusque-là. Mais je pense que quand même, ça mérite... Tout n'est pas anti-républicain, bien entendu, dans la position PS. Mais il y a quand même, qu'on le veuille ou pas, une attitude par rapport au principe même de la République, c'est-à-dire la citoyenneté, la souveraineté populaire. On peut avoir quelques doutes. Bon, par exemple, enfin, on me dirait, c'est l'exemple qu'on cite toujours, mais enfin, il est loin d'être mineur. Bon, la réaction après le vote des Français au 29 mai 2005, qui a été clairement « on ne veut pas du traité constitutionnel européen », bon, ben, ça a été « on vous le donne quand même, et puis fermez votre gueule ». Bon, alors ça, si on appelle ça républicain, honnêtement, j'aimerais qu'on m'explique. Mais c'est le déni de la souveraineté populaire. Alors, À partir du moment où il y a... Bon, et puis on pourrait multiplier les exemples. C'est quoi la citoyenneté? C'est quoi la participation des citoyens? C'est quoi le rôle du Parlement et la séparation des pouvoirs? Bon, il y a plein de questions comme ça. Or, on ne répond pas à la question de défense de la République sans en défendre honnêtement, clairement, violemment, en permanence les principes. Et donc le gouvernement actuel, pour vous, ne joue pas ce jeu-là? Je dirais que sans être anti-républicain, il n'en a pas toutes les caractéristiques. Voilà. Et la deuxième chose que je voudrais dire, et qui n'est pas sans importance, c'est que dans le discours, pour empêcher le Front National, votez pour nous, quoi. En gros, c'est ça le discours. Hein. Nous sommes le rempart contre. Ça veut dire en termes clairs, quoi que nous fassions, vous devez nous soutenir, parce que sinon, c'est le Front National. Or ça, c'est une politique particulièrement suicidaire. Ça s'apparente un peu à un chantage électoral quand même. Bon. Oui. Soutenez-nous, quoi qu'il se passe, parce que sinon, bon, ben, il semblerait qu'au bout de 30 ans de ce discours, parce que ça fait quand même 30 ans qu'on le tient, votez pour Maastricht parce que sinon le Front National était pour Maastricht, votez pour le TCE parce que sinon le Front National, sinon etc. vous votez etc. comme le FN, oui. Bon, il y a un moment où les gens en ont marre, quoi. Ils n'aiment pas cette politique, mais il faut qu'ils la soutiennent quand même parce que sinon, bon, donc... Et la sortie de ça, et j'en termine par là, c'est de dire il n'y a qu'une sortie pour faire barrage, justement, au côté anti-républicain, antidémocratique et au Front National, c'est de revenir à l'acteur principal qui s'appelle le peuple. Et pour revenir au peuple, il faut lui redonner ce qui est son pouvoir naturel, c'est-à-dire la démocratie, d'où l'idée de constituante. Voilà. Alors, Louis Sézy. Oui, comme vient de le signaler André, je crois qu'il y a quand même un élément qui paraît fondamental. C'est pas seulement le vote Front National à l'occasion des élections de Brignoles, mais c'est un taux d'abstention très 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 élevé. Il était de 67% au premier tour et il atteint quand même autour de 55% au deuxième tour. C'est-à-dire que finalement, c'est même pas la moitié du corps électoral de la région, enfin de la circonscription, qui ont désigné finalement l'élu, c'est-à-dire donc je cherchais le candidat du Front National. Le candidat du Front National. Donc il y a là quelque chose qui devrait interpeller les deux partis politiques qui sont au pouvoir depuis plusieurs décennies maintenant. Et la vraie question qui se pose, c'est pourquoi un taux aussi élevé d'abstention et pourquoi
tant d'électeurs se tournent vers le Front National. Et la réponse, bien sûr, on peut la trouver dans l'idéal républicain, à la condition que cet idéal républicain soit maintenu bien haut, c'est-à-dire que nous devons être dans une république démocratique, sociale et laïque. Et sur le versant du social et de la laïcité, il y a fort à dire quant aux dérives que nous connaissons ces derniers temps, puisque l'Observatoire de la laïcité ne fait pas son travail et que donc il laisse finalement en l'état la loi, alors qu'il y aurait lieu de modifier le contenu de la loi pour étendre le principe de neutralité à la petite enfance, c'est-à-dire dans les crèches, et y compris évidemment les crèches privées, car la République, ce n'est pas seulement les services publics, la République, c'est aussi tout ce qui se passe dans le privé. On ne peut pas avoir une laïcité qui serait applicable à l'État ou aux services publics et plus de laïcité pour ce qui concerne les Français et les citoyens qui sont impliqués dans des rapports avec des structures privées. Alors, vous vous référez à l'Observatoire de la laïcité. Qu'est-ce que c'est que cet organisme et en quoi ne remplit pas, l'Observatoire sa mission? L'Observatoire de la laïcité est un observatoire qui avait été concocté par Jacques Chirac lorsqu'il était président, dans un décret de 2007. Sarkozy, qui lui a succédé, n'était pas évidemment un fanatique de la laïcité. On se souvient de ses déclarations lors du discours de Latran. Donc, il n'avait pas mis en place l'organisme, c'est-à-dire l'Observatoire de la laïcité. Et c'est le président Hollande qui, après son élection, a mis en place l'Observatoire de la laïcité. Et lorsqu'on regarde le mode de fonctionnement de cet observatoire, il se contente peu ou prou de décrire, de faire un inventaire de l'état de l'existant. Et son président, Jean-Louis Bianco, nous dit « il n'y a pas de problème, la France n'a pas de problème avec sa laïcité », ce qui tout de même est stupéfiant après l'arrêt de la Cour de cassation de 2013, de 19 mars 2013, qui finalement annulait le licenciement d'une employée qui portait le voile dans une crèche, dans le cadre de l'exercice de son métier, bien évidemment. Et il y a actuellement d'ailleurs débat au niveau de la Cour d'appel de Paris, qui est la Cour d'appel de renvoi, qui aura en novembre à se prononcer pour savoir si elle va dans le sens du positionnement de la Cour de cassation ou si elle prend le contre-pied du positionnement de la Cour de cassation, étant entendu que déjà le procureur général a indiqué que quant à lui, il proposait de ne pas aller dans le sens de l'arrêt de la Cour de cassation. André Bellon. Si vous le permettez, juste avant qu'on écoute le Cercle de Bourges, quand même, parce qu'on va l'écouter, Clémenceau, ça ne nous rajeunit pas ça, il disait quand on veut en tirer un problème, on crée une commission. Bon, de nos jours, c'est plus une commission, c'est un observatoire. Cette espèce de démission permanente des pouvoirs publics, quand ils ne veulent pas trancher, à transférer à un organisme soi-disant extérieur et soi-disant indépendant, ça devient insupportable. L'État, donc les représentants du peuple, puisque l'État il est théoriquement l'instrument des représentants du peuple dans un régime démocratique et républicain, l'État doit prendre ses responsabilités. Il est absolument insupportable qu'il passe son temps à la transférer à quelque chose dont on ne sait pas d'où ça sort, en tout cas d'un chapeau, pour donner en fait des non-réponses. Aucune société ne peut fonctionner comme ça, sauf à dire que le vrai pouvoir, il est dans les allées feutrées des banques et des très grandes entreprises internationales. Alors, on a encore quelques minutes avant de rejoindre Bourges. Je voudrais quand même approfondir un propos que vous avez abordé tout à l'heure sur la responsabilité des deux partis principaux là-dedans, dans cette situation. Donc, le côté UMP, côté droite, on va dire traditionnel,
on joue quand même pas mal sur le terrain du FN, puisqu'on a vu lors de l'élection, enfin lors du mandat de Sarkozy, qu'il mettait en place pas mal de mesures qui étaient préconisées par le FN, notamment sur la question de la sécurité, etc., l'immigration. Donc finalement, c'est normal que les électeurs préfèrent l'original à la copie. C'est ce qu'il semble dire en tout cas. Mais peut-être aussi, je le répète, parce qu'on ne leur fournit pas d'autres possibilités. Alors, Il y a une phrase qui maintenant est venue à la mode, je crois qu'on n'y est pas pour rien, parce que c'est nous qui l'avions repopularisée au départ. Elle est de Bossuet, là non plus, ça ne nous rajeunit pas, hein, qui disait il faut critiquer ceux qui passent leur temps à s'affliger des conséquences tout en s'accommodant des causes. Bon. Ah, c'est pas bien, la situation sociale est épouvantable. Oui, sauf que qui est-ce qui soutient la mondialisation, qui détruit toutes les barrières sociales? C'est bien eux. Qui est-ce qui soutient la remise en cause du Code du travail? C'est bien eux. Qui est-ce qui soutient la précarisation? C'est bien eux. Donc, arrêtons. Bon, quand on soutient une politique, au moins on l'assume. Oui, là, il y a des alternances, mais il n'y a pas d'alternative. Et donc, on a un mode de fonctionnement du système un peu à l'anglaise, au temps du traditionnel tout-parti système anglais, où un coup, c'est les conservateurs, un coup, c'est les travaillistes, mais globalement, les politiques faites par l'un et l'autre de ces deux partis se rejoignent et ils essaient chaque fois, au fil de chaque élection, de glaner les indécis pour emporter la décision. Donc on est vraiment dans ce cas institutionnel de deux partis de gouvernement qui alternent au pouvoir, mais qui, l'un et l'autre, ne proposent pas une véritable alternative et non pas une pure alternance. Et donc là, on est dans la responsabilité, entre autres, de la gauche et du PS, qui propose pas cette alternance, qui peut-être abandonne les classes populaires, qui joue sur la xénophobie avec notamment Manuel Valls. Je parlais tout à l'heure, avant le début de notre émission, de l'épisode de samedi dernier de Jean-Baptiste Ayrault lors de la manifestation du DAL. Bon, tout ça procède. Mais tout est en faux semblant dans la période actuelle. Bon, il y a eu peu d'écho à ce qui s'est passé hier quand Laurent Fabius a rencontré John Kerry, enfin le ministre des Affaires étrangères américain, où a eu Obama au téléphone pour lui dire que c'était vilain pas beau d'écouter les ambassades françaises, en particulier à Washington et à New York. Enfin, bon sang, on ne découvre pas, ça fait des mois qu'on dit que les États-Unis, et j'ai même... Il faut bien rappeler que c'est la France, et sans doute le Quai d'Orsay, qui a séquestré, il faut bien appeler un chat, l'avion du président bolivien Evo Morales, en l'obligeant à atterrir dans des conditions douteuses et à rester 14 heures, je crois, en quarantaine sur l'aéroport de Vienne, parce qu'on pensait qu'il y avait dans l'avion l'homme qui avait dénoncé ses écoutes. Alors, plaisantons pas. Alors, donc effectivement, il y a beaucoup à dire, mais il est temps de retrouver donc le Cercle de Bourges. Donc, nous sommes en ligne avec Guy Léger, donc qui nous parle de Bourges. Bonjour, Monsieur Léger. Oui, bonjour, oui. Bonjour. Alors, donc, vous animez le cercle de l'association pour une constituante à Bourges. Oui. Alors, comment... Oui, le cercle qui a... Excusez-moi, je suis un peu enrhumé, mais le cercle qui a été créé en janvier 2010, donc qui va avoir bientôt 4 ans d'existence, qui réunit régulièrement, disons, entre 15 et 20 personnes, quoi, à un rythme de rencontres mensuelles, mensuelles. Personnes qui sont de sensibilités différentes, engagées dans le mouvement associatif, syndicalisme et dans les partis politiques, quoi. Donc ça, c'est la façon dont est composé donc le Cercle de Bourges. Notre activité, elle s'inscrit d'une part dans les objectifs de l'association nationale, quoi, pour une constituante, et elle part de ce postulat de base qui
qu'il convient donc de changer les règles du jeu pour que la démocratie à tous les échelons dans le pays vive, quoi. Donc c'est un peu ce fil rouge autour duquel on discute d'une part, on réfléchit, et notre travail, les productions de réflexion du cercle se sont attardées sur une partie importante qui est la mise en œuvre donc d'une assemblée constituante. Comment travailler, quelles modalités définir pour mettre en place à terme cette nouvelle assemblée constituante. Alors effectivement, la question qu'on peut se poser à ce sujet-là, c'est comment faire en sorte que l'assemblée constituante ne rassemble pas finalement les mêmes, qu'on retrouve toujours les mêmes, et que finalement ça renouvelle pas tellement le jeu politique. Oui, oui, tout à fait, d'autant plus que notre démarche notre démarche de l'association pour une constituante s'inscrit bien non pas dans une constitution nouvelle clé en main, mais qu'il s'agit de l'élaborer, quoi. Alors pour nous, pour avancer sur ce chemin d'une définition des modalités, il y a, et pour pas retomber, comme vous l'indiquez, dans l'existant, il y a effectivement trois ou quatre éléments qui nous paraissent importants, que l'on essaie de décliner au plan local. C'est d'abord qui pourrait être constituant, première chose. La deuxième chose, c'est comment les désigner, avec une représentation locale, départementale et bien sûr nationale, comment définir cette représentation en tenant compte de la pluralité des populations de notre département, parce que c'est un peu la sphère de réflexion en ce qui nous concerne, Et puis à ça, nous y ajoutons un autre élément. À partir du moment où nous disons que nous livrons pas une nouvelle constitution donc clé en main, il s'agit bien de repartir des besoins, des attentes des citoyens, et pour cela, c'est toute l'importance de réhabiliter d'une certaine manière les cahiers de doléances, C'est un axe aussi de travail du cercle, en s'appuyant sur les différentes situations que l'on peut rencontrer, et en faisant un outil, comme on peut dire, un peu un outil collectif d'expression des citoyens, Alors, et nous avons dans cette dernière période tenté quelques expériences qui n'ont pas recueilli le résultat qu'on aurait pu en attendre, si vous voulez, mais qui était de solliciter l'expression de groupes de citoyens à partir d'initiatives que l'on a tenues dans des localités, donc sur le département. Initiatives pour lesquelles on a essayé aussi de les jumeler avec une interpellation des élus locaux, les conseils municipaux et le conseil général, D'accord, et donc vous articulez avec l'association, l'association nationale pour une constituante, je suppose. Est-ce que vous avez d'autres particularités locales à Bourges, au-delà des thèmes particuliers de votre réflexion ? Non, il n'y a pas de, comment je dirais, en dehors de la réalité, en dehors de la réalité spécifique, bien sûr, du département, du déclin, notamment du déclin de l'emploi industriel dans cette ville, Il n'y a pas de particularité autre, Par contre, ce que nous nous attachons à observer et à travailler, c'est la façon dont fonctionne ce qu'on appelle la démocratie de proximité, La parole donnée aux citoyens, donc à l'échelon de la commune, Et ça a été une initiative que l'on a eue en juin dernier, une rencontre débat autour, si vous voulez, du thème qui était l'acte 3 de la décentralisation, où là nous avons convié les conseillers municipaux, les maires et les conseillers municipaux à débattre avec nous sur les enjeux de cet acte 3 de la décentralisation et la répercussion concrète que cela pourrait avoir au niveau de la vie de la démocratie locale. Donc, si vous voulez, nous adaptons notre réflexion d'une part et puis notre recherche
aux réalités du département, quoi, la commune notamment, les communes. Voilà, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Guy Léger de nous faire vivre l'activité de l'association, enfin du cercle local de Bourges, de l'association pour une constituante. Donc, très bonne journée à vous et puis merci pour ce témoignage. Merci bien. Voilà, on se retrouve donc en studio avec André Bellon et Louis Sézy. Un commentaire Écoutez, d'abord, quand vous disiez comment la relation avec la nationale, nous considérons que l'association, c'est les cercles locaux. Hein, donc la relation, elle est naturelle. On n'est pas dans une organisation pyramidale. Hein, donc la vie, c'est les cercles. Et le bureau national, c'est plus un bureau administratif qu'un bureau politique. Hein. C'est pas, voilà, bon, c'est comme ça, il faut le dire. Bon. Alors moi, je voudrais, parce que ça servira à la fois de conclusion et enfin pour moi, et d'introduction pour la suite. Nous avons sorti un communiqué après l'élection de Brignol. Bon, on aurait pu le faire à un autre moment, mais enfin, disons que c'était symbolique et ça risquait d'être plus entendu. Quoi, voilà. Parce qu'il y avait un événement, ou du moins quelque chose qui était perçu comme un événement. Nous avons sorti un communiqué qu'on peut retrouver sur notre site. J'en profite pour rappeler que c'est www.pouruneconstituante.fr. Ce communiqué s'appelle « Sortir de l'impasse », appel à un référendum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter de vouloir faire barrage à ce qu'on considère, avec raison, comme des risques et comme des aventures pour notre pays et pour notre peuple, c'est-à-dire Front National. Il faut arrêter de dire « votez pour nous pour l'empêcher ». Ce discours ne passe plus. C'est comme ça. Bon. Il y a un moment où on sent des fins de régime, des fins de système. Le problème, c'est d'accepter qu'il faut sortir d'un jeu absurde et que ce jeu doit remettre en cause les équilibres actuels, c'est-à-dire à la fois les institutions françaises et aussi le type d'institutions européennes qui priment tout. Bon. Et donc, la seule manière d'en sortir, c'est rendre la parole à son possesseur naturel en démocratie qui s'appelle le peuple. Et donc, dire on reconstitue, et c'est aussi important que l'histoire de la constituante, hein, c'est reconstituer le corps politique. Reconstituer la citoyenneté, avec comme objectif, bien entendu, de redéfinir les institutions, donc par le biais d'une constituante élue au suffrage universel. Une fois qu'on a dit ça, nous avons dit que nous faisons appel, et donc je me permets de faire appel aux auditeurs que ça intéresse. Hein, mais on est là pour ça. Nous faisons appel à un référendum, et nous demandons qu'il y ait appel à ce référendum et que tous ceux qui le souhaitent le fassent. Ils peuvent nous le dire sur le site, ils peuvent le dire comme ils veulent. Ils peuvent créer des comités locaux pour ça. Un référendum exigeant la tenue et l'élection d'une assemblée constituante au suffrage universel. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui se développe pour exiger cette solution qui est la seule solution pour sortir de la crise actuelle. Le reste, c'est des jeux d'appareil et des bavardages. Parce qu'évidemment, on se doute bien que ça ne va pas venir du gouvernement ou des élus en place, donc qui vont pas scier leurs branches, mais on met du peuple. Donc le fait qu'il y ait un appel à ce référendum, ça sera notre conclusion pour aujourd'hui, puisqu'il est l'heure. Donc voilà, mobilisation de tous ceux qui souhaitent rejoindre ce combat et en priorité, vous rejoindre, vous contacter via votre site internet. Hein, donc sur la manière de faire fonctionner les comités pour cela, chacun a sa manière. Voilà, donc pouruneconstituante.fr, le site internet. La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante. Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique. www.pouruneconstituante.fr